ivoirienne. Donc, quand j'ai vu Laurent Gbagbo comme ça, humilié directement, voilà, tout le monde voyait ça à la télé, etc. Après, c'était Kadhafi, tout ça au nom de l'exploitation de la démocratie. Moi, ça m'a interpellé parce que la question que je me suis posée, c'est-à-dire que déjà en tant qu'économiste, je ne connais pas d'exemple de pays du Sud qui se soit développé en étant une démocratie. Donc déjà, bon, je n'ai rien contre ceux qui disent bon, bonne gouvernance, démocratie, droits de l'homme, etc. Mais je percevais les limites de leur discours parce que nous tous, nous voulons être dans des régimes libres, etc., qui œuvrent à notre prospérité, etc. Mais il faut avoir aussi une approche scientifique. Et malheureusement, toutes ces organisations qui défendent la démocratie, droits de l'homme, etc., généralement, leur posture consiste juste à dire qu'il faut importer ce qui se fait en Occident, et puis ça marchera, on sera développé, etc. Mais les économistes, quand ils regardent ça, ils savent que non, ça n'a jamais marché comme ça. Tous les pays qui se sont développés, dans tous les pays qui ont été dominés par l'Europe, l'Occident, etc., c'est des pays qui ont évolué dans des régimes, disons, très durs, dictatoriaux, etc. Et donc, c'est valable pour la Chine, c'est valable pour la Corée du Sud, c'est valable pour Taïwan, Hong Kong, etc. Tous ces pays-là. En Afrique, quand on donne l'exemple du Botswana, mais bon, c'est les mêmes partis qui dirigent le Botswana depuis les indépendances. Et bon, voilà, donc il y a toutes ces choses-là. Et donc, moi, je me suis dit qu'en fait, il faut que je fasse une recherche sur la démocratie, parce que tout ce que les gens disent sur la démocratie, ça ne me convainc pas. Parce que si la démocratie est une bonne chose, mais pourquoi il n'y a aucun pays, parmi les pays qui ont été dominés, qui soit développé via la démocratie? Et donc, quand on fait cette recherche-là, et donc, ma recherche, c'était que signifie le mot démocratie? Et je vous ai dit, ça m'a pris 4 ans. Que signifie le mot démocratie? Et donc, j'ai passé en revue toute la littérature politique occidentale. Pourquoi occidentale? Parce que le mot est né en Grèce antique, hein. Et donc, bon, c'était un mot qui était utilisé par la littérature politique occidentale. Même si occidentale, bon, c'est un concept anachronique parce qu'avant le 19e, avant même le 20e siècle, il n'y avait pas d'Occident. Tous ces pays ne se reconnaissaient pas comme faisant partie de l'Occident. C'est vraiment à partir de la Première Guerre mondiale que ce concept d'Occident est apparu. Mais bon, si on utilise ce concept anachronique, quand on passe en revue tout ça, pendant plus de 2000 ans, c'est-à-dire le terme, il est apparu au 6e siècle avant Jésus-Christ, dans les histoires d'Hérodote qui parlaient de gouvernement par la pléthore, jusqu'au milieu du 19e siècle, quand on regarde toute la pensée politique occidentale, c'est-à-dire les écrits des philosophes, les écrits des théoriciens politiques, les écrits des hommes d'État, il n'y en a pas un seul qui ait défendu la démocratie pendant plus de 2000 ans. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Hein. Ça, je vous dis. Ça, c'est ma recherche. Il n'y en a pas. Le seul qui s'en rapproche, c'est Machiavel. Mais bon, Machiavel, les gens ne l'ont pas lu, donc ils disent de mauvaises choses sur Machiavel. Et donc, ça, on le voit. Et ce n'est pas une surprise parce que démocratie, c'est démocratia en Grèce, en grec ancien, démocratia. Et donc, démocratia, c'est deux mots, c'est demos et kratos. Quand vous regardez Wikipédia, on vous dit c'est le gouvernement du peuple, mais ça, c'est faux. Parce que Kratos, c'est pas le gouvernement. Kratos, c'est la violence brutale. C'est la puissance brutale. C'est ça, Kratos. Et donc, Demos, c'est pas le peuple de manière abstraite. Demos, ce sont les citoyens pauvres. C'est-à-dire que les citoyens pauvres, quand on dit citoyens, ça s'oppose aux non-citoyens, c'est-à-dire les femmes, les étrangers qu'on appelle les métèques et aussi les esclaves. Et donc les pauvres, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas généralement éduqués et ceux qui ne sont pas riches. Et donc dans les régimes politiques où ces citoyens pauvres ont le pouvoir, c'est-à-dire ces citoyens sont au niveau des tribunaux, ils sont représentés, c'est eux qui font les lois, c'est eux qui rendent la justice, c'est eux qui administrent la cité, on parle de démocratie. Et la démocratie est née comme une insulte. Et donc, quand les Platon l'utilisaient, quand les Aristote l'utilisaient, etc., c'était toujours généralement en des termes péjoratifs. Et donc, pendant plus de 2000 ans, la démocratie était très mal vue. C'était comme une sorte d'insulte. C'était comme une sorte d'insulte. Donc, à chaque fois, il disait que bon, c'est un régime qui est éphémère, c'est un régime qui est brutal, vraiment, c'est le régime de l'ignorance, ça ne marche pas. Et donc, quand il y a eu les révolutions, d'abord la révolution américaine en 1776, après la révolution française en 1789,
pendant toute cette période, c'est cette période-là où on a commencé, disons, à élaborer et mettre les bases de ce que nous appelons maintenant la démocratie. Mais à l'époque, quand vous regardez tous les documents, mais la démocratie était le mot le plus détesté. Et donc, les gens l'employaient juste pour dire que mais c'est une vulgarité, c'est le chaos, c'est voilà, c'est l'instabilité sociale. Et donc, quand les constituants américains se sont réunis en 1787, ils étaient 55 entre mai et septembre 1787 pour mettre en place la Constitution américaine. La question qu'ils se sont posées, c'est comment faire en sorte pour que ce pays ne soit jamais une démocratie. Et donc, quand vous regardez l'actuelle Constitution américaine, vous ne verrez pas le mot démocratie là-dedans parce que cette Constitution n'a pas été faite pour garantir la démocratie, etc. Et donc, c'était aussi la même chose côté français. Après la Révolution française, au moment de la Révolution française, quand on employait la démocratie, c'était dans des termes vraiment très péjoratifs. Il n'y a que Robespierre qui a utilisé la démocratie d'une manière, disons, voilà, qui tranche les autres, mais il disait que la démocratie, c'est la violence révolutionnaire. C'est pourquoi dans le dictionnaire classique de la langue française, bon, édition 1827, quand vous allez à l'entrée démocratie, la définition, c'est démocratie, subdivision de la tyrannie entre plusieurs citoyens. Donc pour les Occidentaux, la démocratie n'a jamais été un régime, disons, légitime. Et donc, ce qu'ils attendaient par démocratie, c'est un régime où vraiment le petit peuple a le pouvoir. C'est-à-dire que le petit peuple est dans les assemblées, le petit peuple est dans les tribunaux, le petit peuple s'occupe des affaires administratives de la cité. Donc, eux, ils ne voulaient pas ça parce que, bon, ce sont des élites, ce sont des aristocrates, ce sont des gens riches. Donc, ils ne veulent pas du pouvoir du peuple. Et donc, ils se sont dit, il faut mettre en place des gouvernements représentatifs. Et donc, généralement, vous allez voir les juristes nous dire, ah bon, Montesquieu dit que la démocratie, c'est la séparation des pouvoirs. Montesquieu n'a jamais écrit cela, parce que quand vous lisez Montesquieu, il vous dit, bon, dans le passage où il parle dans la section où il parle de pouvoir qui arrête le pouvoir, il commence par dire que la démocratie et l'aristocratie ne sont des gouvernements point libres par nature. La liberté politique ne se trouve que dans les gouvernements modérés. Et parce que pour tous ces gens-là, la démocratie n'est pas un gouvernement modéré. Et donc Montesquieu, il dit que le petit peuple, il est con, il ne s'y connaît pas aux affaires. Donc il faut des représentants. Et donc la catégorie des représentants, elle diffère de la catégorie des délégués. Parce que le représentant, une fois que vous le désignez, en fait, bon, il ne vous suit plus parce qu'il n'y a pas de mandat impératif. Donc, vous lui dites, je veux ça, le représentant, il peut faire le contraire parce qu'il n'y a pas de mandat impératif. Et l'autre différence entre le délégué et le représentant, c'est que le représentant, vous ne pouvez pas le révoquer. Et donc, la DCIS, un révolutionnaire français, disait que bon, le représentant, bon, c'est la nation. Hein. Donc, c'est même pas des émanations, c'est pas des collectivités qui désignent voilà, un représentant de la nation. C'est la nation dans son entièreté. Donc, une fois qu'il est désigné, donc, il parle pour la nation. Donc, vous ne le révoquez pas. Donc, ça sont ces différences. Parce qu'à l'époque, ce qui s'est joué, bon, c'est-à-dire que le capitalisme s'est développé, et donc le capitalisme ne va pas de pair avec démocratie. Donc, on ne va pas mettre en place des régimes politiques où le pouvoir revient au peuple, et donc le peuple peut mettre des bâtons dans les roues aux capitalistes qui veulent accumuler. Et d'ailleurs, si vous regardez la Constitution américaine, c'est l'exemple parfait de constitution totalement antidémocratique. Parce que ce qui s'est passé, c'est que quand il y a eu la guerre d'indépendance, bon, les citoyens s'étaient appauvris, etc. Beaucoup avaient pris des dettes. Et donc, dans beaucoup d'États, les citoyens se révoltaient pour une annulation des dettes et revendiquaient une annulation des dettes. Et donc, certains parlements étaient tentés d'annuler ces dettes. Et donc, au moment de créer la Constitution américaine, les élus se sont dit, il faut éviter les annulations de dettes. Donc, comment on peut faire? Il ne faut pas avoir une seule chambre unique parce que les députés, c'est des populistes, etc. Ils peuvent faire passer les annulations de dettes. Donc, il faut un système bicaméral, c'est-à-dire avec deux chambres. Donc, vous avez les députés et vous avez la chambre avec les sénateurs. Et donc, John Adams, deuxième président américain, mais qui était aussi l'un des architectes de cette constitution-là, parce qu'il avait fait la constitution de Massachusetts, qui a par ailleurs été, bon, servi d'inspiration pour la constitution fédérale américaine. Il disait que le Sénat, c'était le colosse de la Constitution. Pourquoi? Parce qu'il pouvait, disons, bloquer des choses qui venaient, comme les annulations de dettes, qui venaient, disons, de la Chambre inférieure, donc des députés. Et donc, après, ils se sont dit, non, 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 mais même ça, le Congrès peut se réunir et dire qu'on décide des annulations de dettes. Et donc, dans ce cas, ce qu'on va faire, on va créer le veto présidentiel pour que même si le Congrès accepte le principe d'annulation des dettes, le président pourra mettre son veto. Et l'origine du veto américain vient de la problématique de l'annulation des dettes. Et donc, ça, c'est un système
d'équilibre des pouvoirs. Il faut équilibrer les pouvoirs contre le peuple. Et donc, vous allez beaucoup voir des constitutionnalistes, etc., parler de séparation des pouvoirs. Mais la séparation des pouvoirs, bon, elle a deux origines. C'est-à-dire qu'au départ, il fallait séparer, entre guillemets, les pouvoirs pour contrôler les monarques absolus. Mais par la suite, la séparation des pouvoirs a été utilisée contre les peuples pour permettre l'accumulation capitaliste. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ces régimes-là ne s'appelaient pas, bien entendu, démocratie, parce que démocratie, c'est un terme qui était haï. Aucun gouvernement civil n'aurait accepté de s'appeler démocratie. Donc, comment il s'appelait? Il s'appelait aristocratie élective, gouvernement bourgeois et aussi gouvernement représentatif. Et donc, il y a des textes, bon, que je cite dans mon livre, comme le conservateur français Guizot, qui disent que, bon, la représentation, c'est superbe et la démocratie, c'est vraiment du n'importe quoi. Jamais de démocratie parce que, bon, c'est les ignorants qui doivent diriger et ça, c'est pas naturel. Et donc, c'est ça. Et donc, c'est à partir du milieu du 19e siècle, avec la naissance des partis politiques, que le mot démocratie a commencé à changer de sens pour désigner le système représentatif. Mais c'est seulement après la Seconde Guerre mondiale que véritablement l'Occident s'est approprié le mot démocratie en disant que nous sommes les démocrates et les communistes, bon, c'est des gens qui sont pas civilisés, quoi, etc. C'est nous la démocratie, c'est nous les civilisés. Et donc, si vous regardez l'histoire américaine, le premier président à avoir parlé de démocratie à propos des États-Unis, c'est Theodore Roosevelt en 1905. Il a dit que les États-Unis sont une république démocratique. Et donc, république, c'est un concept, bon, qui a beaucoup de sens, hein, mais dans l'acception américaine, république, c'est l'antidote à la démocratie. Donc, tout ce qui détestait la démocratie, il disait que nous sommes une république. Et donc, ça veut dire beaucoup de choses, république. Et donc, république et démocratie sont des termes, disons, c'est des antonymes, hein, donc c'est pas des synonymes, hein, c'est des antonymes dans la pensée politique américaine et même française. Donc, quand je dis démocratie contre la république, c'est exactement ça. Mais quand je vous dis ça, vous allez me dire, mais Abraham Lincoln a dit que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. Non, Abraham Lincoln n'a jamais dit cela. Abraham Lincoln a dit souhaitons, parce qu'en fait, il a prononcé un discours au cimetière de Gettysburg en novembre 1863 pour dire que souhaitons que bon, le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple ne disparaisse pas de la surface de la terre. Il n'aurait jamais pu dire que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. J'ai passé en revue en fait, tous les travaux, discours publiés de Abraham Lincoln. Il a utilisé le mot démocratie 138 fois. Et Abraham Lincoln était contre le mot démocratie parce qu'Abraham Lincoln était un anti-esclavagiste. Ça veut dire que anti-esclavagiste, ça voulait dire que, bon, il était contre l'esclavage, mais il était raciste d'une certaine manière. Donc, il était pour la ségrégation, par exemple, Abraham Lincoln. Mais il était anti-esclavagiste pour des raisons religieuses, etc. Et donc, le mot gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple venait, en fait, l'expression venait des abolitionnistes anti-esclavagistes. C'est eux qui disaient cela. Il faut le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. Et les esclaves font partie du peuple. Et Abraham Lincoln s'est approprié de cela en étant un républicain. Et donc, il critiquait les démocrates. Parce que les démocrates, à l'époque, c'était ceux qui étaient pour l'esclavage. Et donc, c'est pourquoi à chaque fois qu'il emploie le mot démocratie, c'était pour critiquer tous ces gens-là. Donc, quand l'esclavage a été aboli après la guerre de sécession, les journaux démocrates ont titré, et je cite, la démocratie est déshonorée et dégradée. C'est parce qu'on a aboli l'esclavage qu'ils ont dit que la démocratie est déshonorée et dégradée. Donc, les concepts ont une histoire. Et donc, ce que je veux vous dire par là, c'est-à-dire que ce qu'on a là, dans les pays occidentaux, il n'y a pas de démocratie. Parce que on vous dit que, par exemple, il y a des élections démocratiques, mais pendant plus de 2000 ans, aucun penseur n'a jamais employé l'expression d'élection démocratique parce que c'est un contresens. C'est-à-dire, en fait, c'est même un oxymore, c'est-à-dire, c'est juste la position de deux termes contradictoires. Parce que les élections, par principe, ne peuvent jamais être démocratiques. Et vous lisez Platon, vous lisez Aristote, vous lisez Rousseau, Montesquieu, Baudin, tous ces gens-là, Spinoza, ils vous disent que élection égale oligarchie, démocratie égale tirage au sort. Et quand vous lisez la politique d'Aristote, à un moment, il vous dit, il y a beaucoup de cités, en fait, organiser des élections, mais ils voyaient qu'à chaque fois, c'est les brigands qui étaient là, les gens corrompus. À un moment donné, ils ont laissé tomber les élections, ils fonctionnaient juste au tirage au sort. Donc, pendant plus de 2000 ans, tout le monde savait que élection égale oligarchie. Mais c'est les libéraux qui ont, en fait, dit que, bon, il faut des élections. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'aristocratie naturelle dirige. Parce que dans leur critique des systèmes de monarchie absolue,
il ne fallait pas que la noblesse héréditaire continue de diriger. Donc, il fallait des systèmes électoraux pour que ce qu'ils appellent, eux, l'aristocratie naturelle, c'est-à-dire la bourgeoisie, émerge comme classe sociale. Donc, en Occident, nous n'avons pas de démocratie. Nous avons des systèmes oligarchiques. Mais ce qu'il y a, c'est que ces systèmes oligarchiques ont produit des performances démocratiques. Ce que j'appelle performances démocratiques, c'est-à-dire le respect des libertés dans une certaine mesure et aussi la création de conditions matérielles qui ont permis l'augmentation du bien-être des populations. Mais ces performances démocratiques-là interviennent dans le cadre de systèmes qui n'ont pas été voulus démocratiques. Comment ça a eu lieu? Ça a eu lieu dans un contexte très spécifique, parce que le contexte où il y a une démocratisation de ce système oligarchique, c'est un contexte où l'Occident domine le monde. Vous savez par exemple qu'au début de quand la Première Guerre mondiale a commencé en 1914, l'Europe dominait 80% de la superficie de la Terre. Donc la démocratisation est intervenue dans un contexte où l'Europe dominait sur le monde, où il y avait de forts mouvements, disons, anticapitalistes, disons, il y avait l'alternative communiste. C'est-à-dire qu'il y a les républiques soviétiques qui étaient là, il y a les mouvements ouvriers qui étaient organisés, il y avait aussi les femmes qui se battaient pour dire que nous sommes prêts à faire la révolution, à éclater tout ça si vous ne donnez pas des droits. Et donc, c'est dans ce contexte-là que ce système dit oligarchique en tant que tel, a pu générer des performances démocratiques. Mais ce système, c'est un système qui n'est pas du tout démocratique, pas du tout. Il n'a jamais été voulu démocratique. Et donc, nous, en Afrique, l'erreur que nous faisons, c'est de dire que vous importez juste, disons, les formes institutionnelles. C'est-à-dire que vous avez la séparation des pouvoirs, vous avez les élections tous les 4 ou 5 ans, etc. Et tout l'appareil, et vous allez avoir le développement, vous allez avoir ce qu'ils appellent bonne gouvernance, etc. Ça, c'est une erreur. Parce que les conditions historiques qui ont permis que les libertés se développent dans les pays occidentaux et que ça crée une certaine prospérité économique ne sont pas remplies dans notre contexte. C'est pas possible. Parce que nous, en fait, ce qu'ils appellent démocratie, c'est juste des pays qui sont soumis à la discipline des pays impérialistes qui acceptent leurs dictats. Et en acceptant ces dictats-là, mais il ne peut jamais y avoir de possibilité de développement démocratique, c'est-à-dire de respect, disons, des libertés des peuples et aussi de création de conditions économiques qui leur permettent, disons, d'accroître leur bien-être. Et donc, c'est tout ça, en fait, l'illusion démocratique en Afrique. Et donc, du coup, ça pose beaucoup de questions si on revient au cas malien. Parce que vous avez vu beaucoup de personnes dire, ah, mais il faut tout de suite des élections, etc. Parce que le fondamentalisme électoral a une logique malgré tout. C'est la logique de dire qu'il faut des gouvernements qui sont disciplinés par les puissances impériales, qui répondent à leurs desiderata. Et donc, ce qui se passe, vous prenez le gouvernement malien. Disons, à partir de 92, on a dit que le Mali était devenu une démocratie. Mais quand vous regardez le Mali, entre 92 jusqu'à 2018 avec IBK, les taux de participation à toutes les élections ont rarement dépassé les 40%, très rarement. Mais malgré tout, les gens continuent de dire « Ah, mais c'est une super démocratie, le Mali, etc. » Et donc, la dernière élection avec IBK, j'avais posté les chiffres sur Twitter. À l'époque, la population malienne, c'était 18 millions de personnes. Donc, il y avait 8 millions de personnes qui étaient en âge de voter. Et donc, il y avait 8 millions de personnes qui étaient aussi inscrites sur les listes électorales. Le nombre de personnes qui avaient voté en 2018, c'était 3 millions et quelques. Et au premier tour, IBK avait juste obtenu 1,3 million. Mais ça veut dire que nous sommes dans des systèmes où, qu'importe la manière dont les élections s'est organisées, il faut juste le rituel. Et donc, c'est le rituel qui donne la légitimité. Alors que les peuples peuvent revendiquer d'autres formes de légitimité. Par exemple, une fois au pouvoir, est-ce que le dirigeant se comporte bien? Est-ce qu'il respecte les textes, etc.? Est-ce qu'il n'est pas corrompu? Est-ce que ce dirigeant-là veille aux intérêts de son peuple? Veille à leur sécurité, à leur prospérité, etc. Est-ce que ce dirigeant-là, en fait, d'une certaine manière, est-ce qu'il a créé les conditions pour l'amélioration des conditions de vie des populations, etc. Mais ce n'est pas ça qui existe au Mali et dans la plupart des pays africains. Et donc, ce qui compte maintenant, c'est juste le rituel. C'est-à-dire qu'on a organisé des élections, généralement, qu'on peut dire régulières. Hein. Régulières, c'est-à-dire que les fraudes ne sont pas trop choquantes, mais il n'y a jamais d'élection équitable et transparente en Afrique. Jamais. Pourquoi il n'y a jamais d'élection équitable et transparente? Parce que ceux qui sont au pouvoir ont les moyens de l'État pour organiser des élections. Et l'autre chose aussi, ils contrôlent les fichiers électoraux, donc ils peuvent les manipuler à leur guise. Et aussi, ils ont les médias avec eux. Et donc, c'est eux aussi qui organisent les élections. Donc, elles ne sont jamais équitables et transparentes non plus. Mais seulement,
généralement, ces élections sont certifiées par les observateurs étrangers et certaines organisations de la société civile locale. Et eux, leur critère, c'est juste la stabilité. Même si ces élections ont été volées et où il y a eu beaucoup de fraudes, ce qui compte, c'est si les personnes ne contestent et qu'il y a une certaine stabilité. Et donc, c'est bon. Et ils sont contents avec cela. Et donc, à un moment donné, ce système-là, il n'est pas très stable. Aujourd'hui, le nombre de manifestants qu'il y a eu à Bamako, en fait, au Mali, le nombre de manifestants est supérieur aux personnes qui ont voté pour Ibeka. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres formes de légitimité, en fait, qui peuvent être avancées. Donc, la question, elle est complexe. On ne peut pas juste dire qu'il faut juste organiser des élections tous les 4 ans et 5 ans et tout ira bien. Non, non, non. Les élections en Afrique, c'est un outil de départage, disons, des prétendants au pouvoir. Ce n'est pas un outil qui permet d'exprimer les préférences majoritaires. Ça aussi, il faut le comprendre. Mais malheureusement, nous sommes souvent dans des approches juridiques, constitutionnelles, simplistes. Pourquoi? Mais parce que c'est ce que l'Occident nous demande de faire. L'Occident nous demande de le suivre, alors que l'Occident a créé sa propre histoire et arrivé à certains compromis sociaux qui permettent une organisation particulière, disons, des sociétés politiques, en tout cas de la politique de ces pays-là. Mais nous, en Afrique, on nous demande de suivre, alors qu'il faut que nous créions les conditions qui permettent, disons, à nos sociétés d'être légitimes sur le plan politique et que nous permettent de bien choisir des dirigeants, en tout cas, qui permettront, en tout cas, une expansion des libertés et aussi un meilleur, en tout cas, de meilleures conditions de vie des populations. J'étais assez long, mais bon, je pense que c'était important quand même de revenir sur cette longue histoire de la démocratie. En tout cas, c'était